Bonjour à tous. Bienvenue. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs des questions de défense. Je suis heureux de vous accueillir. Christian Combon, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. La guerre continue naturellement en Ukraine, on vient de l'entendre encore. Alors on s'interroge. Si un ennemi attaquait la France, combien de temps pourrait-elle tenir ? Nous avons une des meilleures armées du monde et certainement la meilleure armée européenne. Nous avons tout le spectre des moyens de défense, aériens, sur terre, en mer. Nos forces sont du reste actuellement plutôt en alerte et nous nous défendrions. La problématique qui se pose, c'est simplement de savoir pendant combien de temps durerait ce conflit. Alors, justement, si le conflit durait, combien de jours on tiendrait ? Je pense qu'en fait, le problème ne se pose pas ainsi. Le problème, c'est de savoir comment on passe d'un état de paix à un état de guerre de haute intensité. L'état de paix, on le connaît depuis plus de 75 ans et tous les gouvernements successifs n'ont pas été très généreux avec la constitution de nos moyens de défense, notamment des munitions, qui est toujours Je me souviens du nombre de fois où vous et quelques-uns autour de vous, et pas seulement au Sénat, vous nous alertiez. Mais on était dans un moment où on n'écoutait pas. On n'y pensait pas. Régulièrement, nous avons pointé ce problème des munitions qui, je le rappelle, ne sont pas uniquement des munitions pour les pistolets et les fusils, mais c'est aussi tout ce qui relève des missiles. Qu'est-ce que vous appelez munitions ? Les munitions classiques, munitions des fusils. Pas classiques, mais pas pour nous alors. Voilà. Bon, bien sûr, dans l'esprit des gens, les munitions, ce sont des balles. Mais au temps que nous vivons, les munitions, ce sont aussi les armes plus puissantes, les missiles, des missiles qui peuvent être autoportés par des soldats, des missiles qui peuvent être projetés soit depuis un navire, soit depuis un engin blindé, ou depuis le sol d'une manière générale. Et donc là, est-ce que nous les avons ? Nous les avons, mais nous ne les avons pas en quantité suffisante pour un très long conflit, parce que ce sont des matériels qui coûtent énormément cher. Un missile très performant, c'est de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros. Donc je comprends que les gouvernements, tous les gouvernements, depuis 25 ans, ont été prudents. Alors, et les gouvernements européens tout autant. Oui, mais ces armes vieillissent vite. J'ai vu que c'était 8 à 10 ans. Est-ce qu'il faut les renouveler, même en temps de paix, ou alors les garder en réserve telles qu'elles sont? Il faut les renouveler parce que ce sont des engins qui sont très sophistiqués. Mais il faut surtout en avoir un peu plus et il faut que, puisque nous sommes au moment d'une élection présidentielle, il faut que tous les partis de gouvernement s'engagent à renforcer l'entraînement de nos forces armées, que ces forces armées consomment plus de munitions, comme ça nos industriels auront plus de moyens. Et que les avions volent davantage. Absolument. Si nous décidions cet après-midi de commander un missile supplémentaire, il faudrait 3 ans pour l'avoir. Alors évidemment, la problématique est... Oui, mais je répète, en temps de paix, puisqu'ils ne servent pas, qu'est-ce qu'on fait ? En temps de paix, on les garde. On s'en sert un peu. Vous voyez, il y a quelques années encore, l'état-major de la marine souhaitait qu'un commandant qui prend son commandement à bord d'une frégate tire un missile pendant les 2 ans qu'il va connaître. Un missile. Alors, c'est pas un entraînement très sophistiqué et l'industriel n'est pas invité à fournir beaucoup plus. Or, il faut des chaînes de production des missiles. Je vous dis, c'est parfois plusieurs années qu'il faut pour les fabriquer. Et une chaîne de production nationale. Nationale ou européenne, mais de préférence nationale. Ou européenne. On préfère nationale et on veut soutenir ce qu'on appelle la BITD européenne, mais il faut un peu de temps pour le fabriquer. Mais, monsieur le sénateur, vous avez dit on manque pas de munitions et vous avez défini les munitions. Mais en même temps, vous dites si ça dure, on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas tout à fait ce qu'il faut pour durer. Parce que vous nous inquiétez en disant ça. On n'a pas tout ce qu'il faut pour durer sur un conflit. Mais on apprend actuellement que les Russes eux-mêmes, qui utilisent intensément leurs munitions, commencent à être en difficulté sur certaines munitions. Alors, tous les pays sont confrontés à ça. Il faut savoir passer du temps de paix au temps de guerre. Et ça, on ne l'a pas fait pendant 75 ans. Et on a bien fait, puisqu'on n'était pas en guerre. Tout le monde, tous les candidats, tous les partis, etc., doivent se mettre d'accord pour qu'il y ait de la production d'armes, même en temps de paix. Mais l'armée française, est-ce qu'elle a aujourd'hui la capacité de veiller, par exemple, à tous les dangers extérieurs, au respect des frontières, à l'opération Sentinelle, et en même temps être, par exemple, en Afrique, au Sahel, où elle lutte contre le terrorisme? Alors, effectivement, nous avons entamé, et il faut rendre grâce au président de la République de l'avoir fait quand même, il faut être juste, nous avons entamé une lente remontée à la suite de 25 ans d'éreintement de nos forces armées, et maintenant nous appliquons une loi de programmation militaire, et croyez bien, le Parlement et singulièrement le Sénat et ma commission nous suivons ça pas à pas, et effectivement, nous commençons à avoir des matériels nouveaux, on commence à avoir un
renforcement dans le domaine aérien avec de nouveaux avions qu'on a vus, les MRTT. On a des nouveaux sous-marins comme le Suffren qui vient d'être lancé à la mer. Nous avons maintenant tout le programme Scorpion. C'est les engins. Tous les équipements ont changé, alors qu'à un certain moment, les budgets de la défense étaient plutôt serrés, avec des réductions de soldats, même dans l'armée de terre. Oui. Maintenant, ça va un peu mieux. Le budget, il faut le rappeler, aujourd'hui, c'est 40 milliards. 40 milliards. Et dans 5 ans, on dit 50 milliards, mais on peut être à peu près sûr qu'il y aura des efforts supplémentaires, étant donné... Il faut la volonté politique pour le faire. La situation. La France livre des armes en ce moment aux résistants ukrainiens. Oui. Est-ce qu'elles arrivent? Oui. Oui, elles arrivent. Quelles preuves? Les preuves qui nous sont rapportées et que je ne peux pas évidemment évoquer ici pour des raisons de sécurité, mais ces armes arrivent. Certainement, les résistants ukrainiens qui se battent avec un courage invraisemblable ont besoin de plus, notamment en matière de couverture aérienne, où là, ils sont un tout petit peu en difficulté, mais ces armes arrivent. Il n'y a aucun soldat français sur le territoire ukrainien, je le précise, et nous avons des convois qui livrent ces armes. Alors on voit les armes peut-être en regardant les images dans les télés. On les voit, puis on sait ce que l'on envoie, on sait ce qui arrive. Mais pas des fusils ou des mitrailleuses. On envoie des choses plus compliquées, mais je ne suis pas en mesure de le dire pour des raisons de sécurité. Qu'on sache, contre des chars, contre les avions, on ne va pas dire... On comprend bien que les Russes utilisant des chars, c'est par exemple des armes anti-chars, doivent sûrement intéresser nos amis ukrainiens. Et ces armes que l'on envoie, est-ce qu'elles ne sont pas prélevées sur des stocks français? Si, bien sûr, puisqu'il faut les livrer immédiatement. Si on leur dit, écoutez, on va demander aux industriels de vous les livrer, si c'est dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, ça ne les intéresse pas vraiment. Donc on prend une partie, tous les pays européens et les pays occidentaux qui le font, prennent sur leur stock existant. Sachant que nous, en effet, en même temps, nous continuons toujours la guerre au Sahel. Donc nous utilisons aussi des munitions et des missiles, etc. Donc on revient à ce que vous disiez. Il faut une production, il faut fabriquer. Voilà, il faut se mettre en situation d'état de guerre, ou en tous les cas être plus vigilant, accroître les temps d'entraînement et donc l'utilisation des munitions qui, à ce moment-là, nous permettront, si vraiment on entrait dans une guerre de haute intensité, ce que je ne souhaite pas, mais à ce moment-là, on pourrait effectivement raccourcir le temps de livraison. Alors on nous parle, par exemple, s'il y avait une guerre, d'une coalition, et on dit aussi qu'il faut une défense européenne souveraine. C'est un beau projet, c'est même une utopie qui n'a pas été réalisée jusqu'ici. Et en cas de danger, les 27, on appellerait aux États-Unis alors? Alors, effectivement. Même si on raconte la défense des Européens. Alors, il faut que les choses soient bien claires. Depuis la dernière guerre, nous avons une alliance, l'Alliance Atlantique, avec son volet défense, c'est l'OTAN, l'organisation de l'OTAN, qui assure, notamment à travers son article 5, la solidarité entre tous les autres pays. Si un pays est attaqué, la Lituanie par exemple, demain, ou la Roumanie, où je serai dans 4 jours, eh bien si ces pays sont attaqués, immédiatement les autres ont le devoir de solidarité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'en remettre uniquement au parapluie OTAN? On appelait ça toujours le parapluie américain. Surtout que le parapluie a des trous, là. Parce que les Américains se désengagent. Non seulement le parapluie a des trous, mais seulement on voit bien que les États-Unis maintenant regardent vers une autre partie du monde, vers l'Indo-Pacifique. Ils sont en confrontation avec la Chine. Et donc il faut que l'Europe, tout en restant bien évidemment au sein de l'OTAN, du reste de nouveaux pays souhaitent adhérer à l'OTAN. Nous allons recevoir au Sénat lundi le président de la République de la Finlande, qui était quand même bien identifié sur ce point. Eh bien, ces pays maintenant demandent la protection de l'OTAN. Mais il faut que les pays européens fassent des efforts complémentaires et augmentent leur budget de défense, parce que la guerre maintenant, on croyait pendant 75 ans qu'il n'y avait pas de guerre, elle est à 2 heures de Paris. Et on voit bien que les destructions massives, méthodiques du pays, le bombardement des villes martyrs, il faut les citer, Kherson, Kharkiv, Mariupol en ce moment, maison par maison. C'est effroyable. Etc. Et presque sous nos yeux, j'ai envie de dire impuissants, le courage exemplaire de Zelensky, la résistance des Ukrainiens, est-ce que ça annonce des temps plus alarmants et en tout cas un changement d'époque? Je pense qu'en l'espace d'1 mois, on a totalement changé d'époque et on va devoir changer de logiciel. On aurait eu cette conversation il y a 1 mois. Je pense que nos spectateurs auraient pensé qu'on laissait trop de place à l'imagination. Malheureusement, après ces temps de paix, eh bien, nous voyons que maintenant, un certain nombre de responsables d'État
pris de paranoïa ou avec des plans qui sont vraiment mortifères, sont capables effectivement d'utiliser les pires moyens pour assurer leur domination. Et on peut dire sur le continent européen. Sur le continent européen, ce qui est la grande nouveauté. Oui, monsieur le sénateur, il y a une campagne électorale pour l'Élysée 2022, étant donné ce que nous venons de dire, auquel ou à laquelle des candidats vous donnerez la responsabilité de la décision ultime en matière nucléaire? La décision, de toute façon, elle appartient au président de la République qui sera à qui élu. Il y a 12 candidats. À qui vous donneriez la clé? Et moi, ici, je suis comme j'interviens comme président de la commission de la défense et des forces armées, des affaires étrangères. Bon, tout le monde sait qu'étant appartenant à LR, je soutiens une candidate, mais je reconnais aussi que sous le premier quinquennat du président de la République, des efforts ont été faits. Dire le contraire serait une absurdité. Et il faut que tous les partis de gouvernement et tous les candidats qui prétendent devenir président de la République s'engagent tous dans le même effort. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire des accords d'Évian qui ont été âprement négociés. Ils mettaient fin sur le papier à la guerre d'Algérie, puisqu'il y a eu des violences qui ont eu lieu jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, le 3 ou le 5 juillet, des violences entre l'OAS et le FLN responsable, et entre Algériens. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut ni repentance, ni pardon, mais est-ce qu'il faut faire un nouvel effort pour réconcilier les mémoires, en particulier pour les jeunes de toutes les tendances? Mais bien évidemment, je pense qu'il faut regarder l'avenir. On ne peut pas passer sa vie pendant des dizaines et des dizaines d'années à regarder le passé. Regardons ce que nous avons fait avec l'Allemagne, où quand même les blessures étaient d'une très grande violence et d'une très grande souffrance. Et on a su, grâce à Adenauer, au général de Gaulle, à un moment, on a arrêté. On ne peut pas demander constamment à la France de se repentir. Dans ce cas-là, il faut que tout le monde se repente. Car vous demandez aux Algériens d'accepter officiellement que les historiens algériens puissent avoir ce qu'ils n'ont pas, l'autorisation d'aller travailler sur les archives. Et puis vous connaissez les armées et ses chefs. L'armée, elle a mis du temps à peut-être effacer, faire oublier ce qui avait sali son honneur, la torture. Aujourd'hui, c'est une autre armée moderne, avec un autre esprit qui condamne même ce qui s'est passé autrefois. Vous savez, dans tous les conflits, il y a des pages noires des deux côtés. Donc il faut peut-être les laisser du reste aux mains des historiens et puis que les politiques regardent l'avenir, car il y a des générations nouvelles entières qui arrivent, y compris en Algérie. On a des relations privilégiées avec l'Algérie. Eh bien, il faut la reconstruire. Un mot, Christian Combon. Vous avez été longtemps maire de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Vous accueillez en ce moment des réfugiés. Oui, nous accueillons depuis la semaine dernière une centaine de femmes et d'enfants qui arrivent d'Ukraine dans un dénuement absolu. Et je trouve qu'il faut vraiment manifester notre solidarité. Nous les avons habillés, nous les avons chaussés. Il y a des consultations médicales, des consultations psychologiques. Il y a des enfants qui maintenant, ces petits-enfants ukrainiens dans les rues de Saint-Maurice, quand ils voient un hélicoptère, ils sont absolument transis d'effroi. Et nous essayons de leur donner un petit peu de chaleur. Moi, j'ai des collaborateurs qui les ont reçus. Et combien de temps ça peut durer ? Ça va durer longtemps, car quand on voit l'état des destructions en Ukraine, on pense qu'ils ne vont pas revenir de sitôt. Il faut qu'il y ait une grande solidarité. Moi, je compte beaucoup sur les maires, les collectivités locales qui vont faire un travail formidable et de grande générosité. Il y a aussi beaucoup de bénévolat, etc. Il y a les préfets d'un côté qui s'occupent, etc. Mais qui peut coordonner à l'échelle nationale l'aide et le soutien aux réfugiés? Sincèrement, je pense aujourd'hui que le président de la République devrait nommer un monsieur accueil des réfugiés pour organiser les choses. Bien sûr, les initiatives locales vont fleurir partout, mais il faut véritablement que tout ça soit coordonné pour que la France soit à la hauteur de ses valeurs, soit à la hauteur de son rôle face à ce drame absolu. Merci d'être venu, Christian Combon. Merci. À la prochaine fois.